Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur France 3 Lorraine pour La Voix est libre. Aujourd'hui, on vous emmène faire une balade avec l'arrivée des beaux jours. On va vous emmener faire une balade dépaysante dans des parcs. Parcs d'attractions, zoos ou parcs animaliers. Parmi les 10 parcs préférés des Français, eh bien, on compte 3 parcs lorrains. Le parc de Sainte-Croix, le zoo d'Amnéville et Frais-Pertuis City dans les Vosges. Alors, comment s'annonce la nouvelle saison? Quelles sont les nouvelles tendances? On en parle dans un instant avec nos invités. Sachez que la visite au zoo est l'une des escapades préférées des petits Français. Le zoo à l'ancienne avec des barreaux, c'est fini. Aujourd'hui, les animaux vivent dans un enclos au grand air. Ils sont bichonnés et dans certains cas, bien, certaines espèces participent à des spectacles bien rodés. Au zoo d'Amnéville, cette année, c'est Tiger World, une attraction avec des tigres. Grégory Boileau et Emmanuel André. Un regard qui vous transperce et un décor qui vous plonge au cœur de la jungle face à un temple khmer. Sur la piste, un dresseur et 9 tigres du Bengale pour une complicité incroyable. 45 minutes d'une démonstration de dressage tout en douceur, un moment poétique, ponctué d'effets spéciaux et de projections numériques. Ça n'a jamais été fait. Et d'ailleurs, des amis dresseurs m'avaient dit « mais tu ne pourras pas faire ça, attention ». Voilà. Sauf que Rémi et moi, on a une manière particulière d'aborder les tigres. C'est-à-dire qu'on les a vus très jeunes. Avant même de parler de dressage, on crée un climat de confiance avec chaque animal, un climat d'affectif, qui fait qu'ils sont persuadés que quand on est là, il ne peut rien leur arriver. 2 années de préparation, de travaux, de dressage. Un projet colossal, porté par un jeune homme de 26 ans. Après avoir dressé des chevaux et des rapaces, Rémi Flacher s'est tourné vers les tigres. Des mois d'entraînement pour devenir l'un des plus jeunes dresseurs de fauves au monde. Je suis très concentré bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce sont des tigres, donc des animaux assez sauvages. Mais pour moi c'est un vrai plaisir, un échange, il y a une vraie interaction qui se passe entre eux et moi. Le moindre regard, je suis capable de déceler un petit peu ce qu'il a dans la tête et il y a un véritable échange avec l'animal. 1 à 3 représentations se dérouleront chaque jour au zoo d'Amnéville. Un hommage magnifique à une espèce menacée de disparition. Sont venus nous rejoindre sur ce plateau. Michel Louis, vous êtes directeur fondateur du zoo d'Amnéville. Bonjour. Bonjour. Pierre Singer, vous êtes co-directeur du parc de Sainte-Croix à Rhodes, en plein cœur du parc naturel régional. Et puis Patrice Florent, vous êtes directeur de Frais-Pertuis City à Jean-Ménil, dans les Vosges. Alors tout d'abord, une première réaction au reportage qu'on vient de voir. Dites-moi, c'est du grand spectacle, c'est digne d'un spectacle de cirque. Ah, c'est du grand spectacle. Je pense que personne au monde n'a jamais fait ça. La racine circassienne du spectacle, je la revendique haut et fort. Le dressage, moi, je ne l'ai pas pris dans une boulangerie, je l'ai pris au cirque. Et je profite de la parenthèse pour prendre la défense du cirque traditionnel, qui est l'objet de calomnies par des sectaires qui ne méritent même pas qu'on parle d'eux. Alors ensuite, c'est différent. On ne voulait pas imiter bêtement le cirque. On a intégré un groupe de 9 tigres dans un univers complètement fantastique, de projection numérique, d'effets spéciaux, en toute complicité et avec une forte connotation pédagogie et conservation, parce qu'on est dans un zoo, justement. Le tigre, c'est votre animal préféré, oui. J'ai cru comprendre. Hein. Oui. Au fait, d'où vous êtes venue cette idée de faire un spectacle de cirque dans un zoo? C'est pas un spectacle de cirque, c'est un spectacle de tigre. C'est un spectacle de tigre qui est inspiré évidemment de ce que j'ai pu apprendre au cirque. Vous savez, quand j'avais 4 ans, je suis allé visiter une ménagerie, comme tous les parents, mais les miens m'ont emmené voir la ménagerie du cirque Pinder, et puis c'était le coup de foudre. Et je parlais plus que de lion, de tigre. J'ai toujours voulu être dresseur ou monter un zoo. J'ai monté un zoo à Amnéville qui s'est ouvert en 1986. Je pense que j'avais toujours gardé dans l'esprit de refaire quelque chose avec les fauves, notamment au nom du bien-être animal, parce on ne peut rien faire de mieux pour leur bien-être psychique que les faire travailler en complicité avec l'homme. On parlera justement du bien-être animal. Dites-moi, pour un numéro comme ça, c'est beaucoup de travail et c'est surtout beaucoup d'argent. Ah ben ça oui, l'investissement global est 18 millions d'euros. C'est beaucoup de travail, absolument. C'est beaucoup d'amour surtout, beaucoup de patience. Vous savez, le dressage avant tout, c'est une bonne connaissance des fauves, de l'amour et de la patience. Hein. Montrer les animaux aujourd'hui aux zoos, ça ne suffit plus. Il faut des spectacles, il faut... Ah bien écoutez, chacun a son point de vue et travaille selon sa sensibilité. Moi je suis convaincu que les gens viennent chez nous pour trouver du rêve, de l'émerveillement.
et qu'il n'y a pas un meilleur moment pour les sensibiliser à la cause animale que quand ils viennent de trouver ce qu'ils sont venus chercher. Comment c'est perçu par le public, par exemple, le nouveau numéro ? C'est d'une part, il y a une forte progression au niveau des entrées, et c'est une ovation à chaque spectacle. Le public est absolument, complètement conquis, quoi. Ce dont je n'ai jamais douté, et c'est une grande récompense pour Rémi, car c'est la rencontre avec Rémi, en fait, qui a déclenché le Big Bang qui a abouti à Tiger World. Et et Rémi qui a particulièrement beaucoup travaillé pendant ces 2 années, le tonnerre d'applaudissements qu'il reçoit à chaque spectacle, ça me fait vraiment un grand plaisir. D'où viennent ces animaux, ces tigres, Alors, ils viennent de zoos et de cirques. Il y en a qui sont nés chez nous, aux d'Amnéville, qui ont été élevés au biberon par Rémi. D'autres qui viennent de zoos en Allemagne, un qui vient d'un cirque en France. Voilà, bien sûr, issus de 15, 20 générations en élevage hors captivité. Dites-moi, est-ce qu'il y a une concurrence sévère entre les différents zoos ? Parce qu'il y en a d'autres, par exemple, de zoos dans la grande région. Je pense par exemple aux zoos de Mulhouse, aux zoos de Bâle, Strasbourg. Non, vous savez, moi, on a un très grand rayon d'action sur le plan des visiteurs. Les visiteurs viennent là où on communique. C'est un très grand tiers nord-est. Il n'y a aucune concurrence avec Mulhouse, qui est un parc municipal. Je pense que des gens d'Amnéville vont à Mulhouse, des gens de Mulhouse viennent à Amnéville. Ça, il y en a beaucoup. Quant à mon ami Pierre Singer, on est tellement complémentaires qu'on peut même pas vraiment parler de concurrence, vous voyez. Pierre Singer, justement, vous aussi, pour attirer de nouveaux visiteurs dans les parcs, il faut des nouveautés chaque année ? Je ne sais pas. Je crois que là où je rejoins complètement Michel, parce qu'on a des valeurs communes, d'ailleurs c'est le cas aussi avec Patrice Florent, c'est que c'est une affaire de passion. C'est des hommes et des familles qui ont décidé à un moment de tout mettre dans une passion, et on l'écrit de façon différente. L'un avec le western au cœur, l'autre avec cette collection fabuleuse, et puis cette idée de faire travailler les animaux et de leur offrir effectivement la possibilité de s'exprimer. Et puis nous, qui avons un ADN un petit peu différent, parce que l'idée c'était mais c'est les mêmes ressorts, quoi. C'est le message qui est différent. C'est autant Michel veut émerveiller et faire comprendre ce qu'est la biodiversité mondiale, autant nous on a voulu un peu faire connaître la nature sur le pas de la porte. C'était un peu ça l'idée, c'était de réconcilier un peu les Lorrains, les Français, les Européens avec leur propre faune. Vous savez, au début, quand on faisait le tour du parc, on tombait que sur des animaux qualifiés, d'ailleurs complètement bêtement, ça n'a aucun fondement scientifique, d'animaux nuisibles. On commence par le sanglier qui détruit, par le lynx qui chippe, par le loup qui est un ennemi, etc. Donc les gens étaient là, ils disaient, mais vous avez des animaux nuisibles, vous avez des animaux... Bon. Donc il y a tout un travail à faire, et aujourd'hui, 35 ans après, 85% des gens vivent en ville ou sont des rurbains, comme on les appelle. On a été complètement et de plus en plus déconnectés avec la nature. Et l'idée, c'est qu'en venant à Sainte-Croix, on se reconnecte. Alors différemment d'Amnéville, parce que c'est une approche qui est différente, c'est une approche qui est basée sur aussi beaucoup d'interactions, mais bon, c'est des ressorts qui sont différents, mais qui reposent sur les mêmes valeurs. Au départ, c'était plutôt un parc autour de la faune européenne. Aujourd'hui, vous êtes un peu agrandi, j'ai envie de dire, Alors, moi, je dois dire que l'objectif, c'est de rester à 99% le parc de la faune européenne. On a 99% de nos 133 espèces qui sont des espèces européennes. On a voulu quand même, parce que les gens nous disaient, Sainte-Croix, c'est de plus en plus le jardin d'Éden. L'homme et la nature se retrouvent, parlent, sont en harmonie, mais c'est contradictoire avec ce qui se passe sur notre planète, qui est en train de se détruire. On est en train de faire tellement de mal à cette planète. Même y compris chez nous, on a toujours eu des animaux domestiques. Les animaux domestiques, par exemple, l'homme ne les élève plus, ils disparaissent. Donc on a voulu sensibiliser, et on s'est dit, on ne peut pas rester quand même complètement sourd. Alors on a un parcours qui s'appelle Mission Biodiversité, où un petit personnage, Néo, promet aux enfants lorrains, alsaciens, français, européens, de rencontrer des petits animaux tels que le pandarou, par exemple, ou les lémuriens, qui sont des espèces vraiment ambassadrices de difficultés dans la nature. Et ça permet aussi de continuer ce message de sensibilisation. Alors les pandarous, justement, puisque vous en parlez, ce sont vos nouveaux pensionnaires, des petites peluches qui ne laissent personne indifférent. Des pandarous, c'est vrai qu'ils sont menacés par la déforestation dans leur milieu naturel. On va regarder leur reportage et puis on en parle juste après un reportage de Florence Grondon. 3 petites boules rousses nichées dans les arbres. Voilà les pandarous, une espèce menacée de disparition. Le parc Sainte-Croix a fait le choix de ces pandas dans le cadre de son programme de conservation des espèces menacées, comme les lémuriens arrivés au parc en 2011.
Le panda roux appartient à la famille des Éluridés. Il en resterait moins de 10 000 à l'état sauvage. Ils appartiennent à une famille d'ailleurs dont tous les autres membres ont disparu de la planète. Espèce éteinte, c'est le seul survivant de la petite famille qui est différente des renards, qui est différente des ratons laveurs, qui est différente des ours. Ils ont encore un petit plus, c'est qu'ils vivent dans la même zone climatique que nous. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui vivent en Himalaya, donc qui sont habitués à des hivers très froids, enneigés, qui n'ont vraiment aucun problème avec le climat lorrain. Même s'il fait partie des carnivores, il est principalement herbivore et passe sa journée à manger des feuilles de bambou. Très calme, il se déplace lentement dans les arbres ou au sol. Ce qu'il faut, c'est voir cet enclos en termes de volume plutôt qu'en termes de surface. Il fait plus de 500 mètres carrés, mais surtout, c'est un volume qui est important. C'est la capacité pour ces animaux d'être au sol, de monter, de descendre, de pouvoir visiter l'ensemble du volume qui leur est dédié. Ce sont 3 femelles qui viennent de 2 parcs animaliers distincts, la Palmyre et Bordeaux-Pessac. Pour qu'elles s'acclimatent, le parc Sainte-Croix a aussi planté des bambous à plusieurs endroits pour leur fournir une nourriture fraîche et de qualité. Dites-moi, est-ce qu'ils sont aussi heureux ou ils sont moins heureux que dans leur milieu naturel, ces pandas roux ? Oh là là, vous posez une question qui est terrible. C'est une question anthropomorphique. Nous projetons évidemment cette recherche permanente du bonheur que nous avons, nous, les humains du XXIe siècle, sur des animaux qui ont une conscience et une façon de vivre bien différente. Il est évident que notre préoccupation permanente, c'est le bien-être des animaux. Et j'avais pris quelques notes, le bien-être de nos visiteurs. Parce que je crois que ça, c'est complètement lié. Comment voulez-vous être serein? Comment voulez-vous apprécier le spectacle de ces animaux si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas dans des conditions parfaites de bien-être, au sens large, quoi. Je crois que bonheur, c'est un terme... vous savez, parfois, on a des animaux, je termine, mais qui ont des yeux un peu tristes. Mais c'est parce qu'ils ont des petits yeux. Par exemple, les ours ont des tout petits yeux. Alors nous, ils n'ont pas des yeux très expressifs. Alors parfois, on nous dit qu'ils sont tristes. Mais c'est une absurdité. C'est pour voir leur comportement, comment ils agissent, comment ils sont... Voilà, et c'est là où on peut juger du bien-être. Les parcs et les zoos, leur vocation aussi, c'est de préserver certaines espèces, c'est ça ? Bien sûr. La pédagogie, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de sensibiliser les gens et puis d'œuvrer à la conservation de la biodiversité de 2 manières, par les plans d'élevage, en constituant un patrimoine génétique sur les espèces malheureusement en grand danger dans la nature, et aussi en finançant des programmes de conservation in situ, c'est-à-dire des ONG qui essayent de limiter les dégâts dans la nature. Bon, vous savez qu'à Amnéville, on consacre un gros budget chaque année à aider ces organisations. Combien et pour quel programme, par exemple? C'est pour sauver quel type d'animaux? D'accord, plus de 500 000 € par an en aide directe. Donc, par exemple, alors ça commence en France, dans les Vosges avec SOS Faucon Pèlerin. Ensuite, on va citer mon ami Chani Kalawet qui protège les gibbons en Indonésie. Help Congo avec Ali Jamar pour les chimpanzés en Congo-Brazzaville. Peruvia... Hélène Collonge sur la faune du Pérou. Et puis voilà, il y en a plus de 20. Alors on ne va pas tous les citer, non, mais voilà, ils mériteraient tous qu'on les cite. Quelle est la différence entre un parc et un zoo, dites-moi, Pierre? Juste pour ajouter qu'en complémentarité, oui. Là aussi on est une fois de plus complètement complémentaire avec Michel, même si lui aussi a des programmes lorrains, mais on essaye de favoriser aussi la proximité. Et d'agir avec les grandes associations environnementales lorraines. Je pense au Conservatoire des sites lorrains, je pense à Férus, je pense au groupe Tétra Vosges, des associations qui sont sur le territoire et qui essayent de préserver les animaux. La différence entre un parc et un zoo, elle est subtile. Il y en a pas tant que cela. Je veux dire, je ne sais pas, Michel, comment tu vois les choses, mais... Je dirais de manière générale qu'un parc animalier, je vois plutôt ça comme... tu vois, on parlait au départ de parc du Vision, d'espaces très vastes où les animaux vivent dans des conditions quasiment, de semi-liberté. D'espèces essentiellement européennes, parce qu'on ne peut pas faire ça avec des espèces exotiques pour des raisons évidentes de maintien, en bonne santé. Un parc zoologique, pour moi, c'est plus la faune des 5 continents, dans des espaces, bien sûr, suffisamment vastes, mais moins ouverts que parc animalier, voilà.
Alors, les zoos et les parcs, on en a parlé, mais évidemment, il y a aussi tous les parcs de loisirs. Le parc de Frépertuis, par exemple, existe depuis 50 ans. Aujourd'hui, on compte pas moins de 35 attractions pour les petits et les grands. Un parc qui a gardé son esprit familial, on va en parler. Beaucoup de visiteurs. Vous employez également beaucoup de saisonniers. Et cette année encore, vous avez investi beaucoup d'argent dans de nouvelles attractions. Le reportage de Jean-Pierre Petitcola et Boris Krachmar. Des cris et un grand frisson sur le Timber Drop. Vrille, looping et inclinaison record, histoire de vous décoiffer. Sensation d'un brushing bien fait, en sortant, impeccable. Ouais. Un tout petit peu retourné quand même. Non, c'est très doux, mine de rien. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de rotations, mais c'est pas brusque du tout. Le parc de Frépertuis City ne s'adresse pas qu'aux grands enfants. Au pays du Far West, c'est l'esprit famille. On y vient et revient même plusieurs fois dans l'année. Ça reste un parc très familial, vraiment adapté pour des enfants en bas âge. Donc c'est vraiment super pour nos enfants qui ont entre 3 et 8 ans. Tous les ans, il y a des nouveautés, donc du coup, c'est génial. ICO et Santiano, les deux nouveautés pour cette année, en action dès le 1er mai. Le parc de Frépertuis est ouvert depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, ce sont 35 attractions pour tous les âges. Avec 360 contrats saisonniers, le parc emploie jusqu'à 150 personnes les jours de forte affluence. Pour Guillaume, le conducteur de la locomotive, c'est sa 4e année à Frépertuis. J'ai commencé à 16 ans et là j'ai 20 ans. Et pourquoi on revient comme ça en tant que saisonnier ? Parce que l'ambiance est conviviale, on s'y plaît, ça fait de l'expérience pour plus tard en plus. Marie a 20 ans, étudiante, elle est élève infirmière, ici depuis 2 ans. Cette jeune habitante de Baccarat s'occupe entre autres de la caisse. La première année, on nous forme, donc c'est un peu plus compliqué. La deuxième année, on est à l'aise, donc c'est pour ça que je suis contente d'être revenue. Mais c'est parce que l'ambiance était bonne et que l'équipe était très sympa que je suis revenue cette année. Le parc de Frépertuis a accueilli l'année dernière 238 000 visiteurs. Ça vaut bien un grand splash. Patrice Florent, vous êtes directeur de Frépertuis City. Je rappelle que le parc est à Jean-Ménil dans les Vosges. On a vu l'ambiance, ça y est, le parc est ouvert. Avec le soleil, comment s'annonce la saison alors ? Plutôt bien pour 2015 ? Effectivement, avec le soleil, pour nous, c'est vraiment c'est le meilleur commercial. C'est très très important dans notre métier puisque la saison est très courte. Elle commence avril à fin septembre, dont un pic de fréquentation entre juillet et août. Et c'est vraiment important que le soleil soit là, puisqu'on voit que nos attractions sont ou aquatiques ou à sensation, et que ça demande un minimum de beau temps pour pouvoir les pratiquer avec plaisir. Alors votre parc, c'est plutôt un parc familial, en pleine forêt des Vosges. Vous aussi, chaque année, il faut de la nouveauté pour attirer toujours des visiteurs. Nous, on est effectivement condamnés à investir, puisqu'on a la chance, et on leur en remercie, d'avoir des visiteurs qui nous sont fidèles et qui reviennent tous les ans. Et s'ils reviennent, c'est aussi pour trouver ces aménagements qu'on peut faire avec des nouveaux manèges ou alors des nouveaux décors. En général, c'est aussi la recherche des manèges qu'on essaye d'alterner entre manège à sensation et manège familial pour garder en fait l'esprit de pouvoir accueillir toute une famille. Et on sait que dans la famille, il y a les petits, il y a les moyens, il y a les grands. Et donc Timber Drop fait partie des attractions pour les grands, puisqu'il a le record d'Europe encore aujourd'hui de la descente la plus inclinée. Mais il y a, les deux nouveautés sont des nouveautés familiales qui ouvriront la semaine prochaine. Donc voilà, on essaye toujours d'apporter chaque année une nouveauté ou deux dans la mesure du possible. Voilà, et dans les nouveautés la semaine prochaine, une tour de 10 mètres, c'est ça ? Voilà, c'est ICO dans le quartier pirate qui va être une tour où les gens, à la force des bras, aidés d'un moteur, vont pouvoir s'élever et voir une vision à 360 degrés sur la crique des pirates. Et un bateau, pareil, sur le thème des pirates. Donc tout ça mis en scène avec des canons, des bambous. Alors là, pas pour nourrir les animaux, contrairement à mes collègues, des bambous pour faire la végétation du site. On a, voilà, par exemple, Timber Drop aussi. On parlait tout à l'heure de partenariat avec des associations. Il faut savoir que Timber Drop, qui est sur le thème du bois,
tous les 500 visiteurs, Frépertuis reverse aussi pour replanter un arbre. On a un programme de reforestation avec une association qui est des arbres pour la vie, où l'année dernière, il y a eu 240 arbres de replantés et qui vont être arrosés pendant 3 années. Le thème général du parc, c'est le Far West. Dites-moi, dans la région, il en existe beaucoup des parcs d'attractions. Alors, est-ce que la concurrence est vraiment rude? Je pense à des parcs comme Nigloland dans l'Aube, Europa Park, il y a Walligator. Non, je pense que c'est un peu comme mon voisin avec les zoos où les visiteurs aiment aller une fois à Niglo, une fois à Frépertuis, une fois à Europa Park. Et ce qui est très bien, puisque ça leur permet aussi d'alterner et de varier les sensations, les plaisirs. Nous, on les invite justement à aimer les parcs et à aimer les parcs zoologiques comme parcs d'attractions, puisque c'est quand même une clientèle qui aime le divertissement. Donc, oui, c'est une clientèle familiale, on l'a vu. Généralement, ils viennent de la région Lorraine essentiellement? Nous, notre clientèle, effectivement, c'est un cercle d'environ 180 km aux alentours du parc, avec vraiment des retrouvailles de familles. Il n'est pas rare de voir 4-5 familles qui viennent et de l'Alsace et de la Lorraine, qui se retrouvent là pour une journée en commun au parc. Donc, ils vont passer une journée tous ensemble. Vous aussi, c'est une clientèle familiale? Ils viennent d'où? Oui, beaucoup. C'est une clientèle familiale qui vient à 85% de 200 km à la ronde, donc bien sûr la Lorraine, l'Alsace. Et puis, depuis que nous avons développé aussi la possibilité de dormir chez nous, nous avons environ 3000 clients par an qui viennent de toute la France, mais vraiment de toute la France, qui viennent pour dormir avec les loups, vivre cette expérience d'immersion d'hébergement. Et qui viennent, quand je dis toute la France, mais aussi du reste de l'Europe. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et puis, on ne peut pas nier aussi que l'implantation de Center Parcs Domaine des Trois Forêts nous a amené une clientèle suisse, par exemple. Là, en début de saison, on a eu beaucoup de Suisses. La première semaine d'octobre était une semaine de vacances en Suisse. Donc, c'était vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on est un peu au carrefour de la Suisse, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg. Je voudrais aussi juste dire un petit mot sur les nouveautés. Vous avez posé la question tout à l'heure, j'étais un peu perplexe, sur cette obligation de faire des nouveautés. Moi, je crois que ça ne correspond pas, je parle sous contrôle de mes 2 collègues, à une obligation ou à un calcul. Je crois que c'est aussi parce qu'on ne se refait pas. On a monté ces parcs avec un esprit d'entreprise et basé sur une passion. Et on a vraiment envie de faire plaisir à nos visiteurs. Nos parcs ne seront jamais terminés. Et on a forcément, ça fait partie aussi, c'est pas une punition, quoi, de faire des nouveautés. C'est le bonheur de l'année, quoi. C'est Michel, oui, il travaille à Tiger World depuis 3 ans. Tu as travaillé à Timber pendant des mois. Nous, on réfléchit demain à la zone baltique qui permettra de faire comprendre un peu le réchauffement climatique et de voir que le phoque est présent en France, mais aussi que c'est un animal de la Baltique. Des immersions qui feront plaisir à nos visiteurs. On travaille à des possibilités de dormir encore plus longtemps sur le site et de façon plus immergée. C'est les expériences, en fait. Et les différentes expériences que nous proposons, justement, enrichissent l'une l'autre. J'ai bien aimé ce que disait aussi Patrice, parce qu'il dit on fait aimer les parcs. Et si on fait aimer les parcs, les gens, ils vont... Bien sûr, on a une clientèle fidèle qui revient, etc. Mais on a aussi, heureusement, une clientèle nouvelle à chaque fois. En gros, on a, je ne sais pas pour vous, mais un visiteur sur 2 chez nous qui revient et un visiteur sur 2 qui est un nouveau visiteur. Mais c'est parce qu'il a aussi, à un moment, fait une expérience formidable aux Zoos d'Amnéville, à Frépertuis, ailleurs, qui se dit, tiens, je vais aller à Sainte-Croix, je vais aller aux zoos, etc. Donc finalement, je crois que dans cette période de crise où les gens sont un petit peu démoralisés, etc. J'ai l'impression quand même qu'en période de crise, ce secteur n'est pas en crise. C'est ça, Michel Louis, ou pas? Moi, je n'ai jamais senti la crise en tant que telle. Nous, on est tributaires plus ou moins de la météo, encore que bon, il y a quand même pas mal de bâtiments et structures où les gens peuvent s'abriter, mais non, la crise, de toute façon, moi, j'y crois pas, pour ma part. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes, attention, à force de dire que tout va mal, c'est la méthode Coué à l'envers. Mais moi, je préconise un peu qu'on arrête toujours de dire que tout va mal, qu'on parle de ce qui va bien, et pas mal de monde se sentira mieux aussi. En tout cas, c'est ce qu'on a toujours pratiqué aux Zolamnéville. On est, comme le disait Pierre, complètement guidé par la passion. Vous savez, que ce soit Tiger World, que ce soit c'est la passion qui nous fait agir. J'ai pas besoin d'investir 18 millions d'euros pour faire revenir les gens. Oui, on veut faire ce qu'il y a de plus fort. On veut avoir les moyens de soutenir efficacement la conservation de la biodiversité. C'est ça qui nous guide. Alors dites-moi, est-ce que c'est cher en revanche? Souvent on dit, oui, partir une journée dans un parc d'attractions, ça coûte. Moi, je trouve que
pour passer une journée, nous, quand on interroge nos visiteurs, ils restent en moyenne 8 heures sur le parc. Donc ils arrivent à 10 heures et ils partent à la fermeture. Donc ça veut dire qu'ils ont passé une journée 8 heures pour 20 euros ou 17 euros pour les enfants, ce qui, à mon avis, n'est pas très cher, à savoir qu'ils ont profité des attractions, 35 attractions à volonté, ils ont pu apporter le pique-nique ou manger sur le parc pendant une... Enfin, je veux dire, c'est une journée de détente qu'on passe en famille, les parents comme les enfants, et c'est encore un des derniers secteurs où on peut aller avec les enfants, où on peut se retrouver sur une journée en famille à faire du grand 8, à prendre beaucoup de plaisir avec ses enfants, alors que les 3/4 du temps, quand on rentre, ils sont sur l'ordinateur. Donc ça relie un petit peu, ça lie le lien familial, et c'est ce qu'on apprécie, nous, dans notre parc. Je suis d'accord avec ça, je trouve que c'est une question qui est fondamentale. Est-ce que c'est cher ? Celui qui a le tarif le plus élevé ici, c'est le zoo d'Amnéville. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire que le zoo d'Amnéville était cher. Voilà, tout simplement. Alors peut-être avant la visite, mais jamais après. Je crois que ça, d'abord, c'est l'essentiel. C'est le rapport qualité-prix. Patrice a bien insisté sur le fait qu'on vive des expériences fortes pour toute la famille pendant une journée entière. Et vous savez, malheureusement, on est dans une société où tout est cher. Ne croyez pas aussi, quelquefois, on nous pose cette question et elle m'amuse un peu parce que je ne sais pas ce que les gens s'imaginent. Je ne sais pas s'ils s'imaginent que sur un billet d'entrée, nous actuellement, on est un petit peu plus cher, on est à 22,50 €, et un peu plus cher que Patrice. Et je ne sais pas s'ils s'imaginent ce qu'il nous reste. C'est très très faible. Donc en fait, nous ne faisons pas des coûts comme ça par plaisir, par volonté prohibitive de je ne sais pas quoi. C'est le coût qui s'impose aussi à nous, parce que pour nous aussi, tout est cher, quoi, évidemment. Et que si on compare, je ne sais pas, à une soirée au cinéma, un concert, vous savez, aujourd'hui, un concert, c'est 45 € pour 1h30. Ça peut être 100 € si c'est des artistes de renom nationaux ou internationaux pour 2 heures par personne. Si on compare même à une soirée au restaurant, je veux dire, ça reste quand même extrêmement abordable. Et après, tout est proposé, rien n'est imposé. On parle aussi parfois du surcoût de la restauration, etc. Oui, évidemment, mais là aussi, on a des prix, je crois, qui sont très différenciés, très variés. On peut manger pour très peu d'argent, etc. Donc je pense que c'est vraiment pas un problème d'argent, c'est un problème de passion. Alors, il y a encore une image qui est intéressante, c'est la naissance des petits lionceaux blancs. C'était le carnet rose il y a quelques semaines, les petits bébés lionceaux qui sont nés au zoo. À chaque fois, c'est un vrai plaisir, j'imagine, quand vous avez des naissances sur un zoo. Ah, bien sûr, d'abord parce que... Ça veut dire qu'ils sont bien traités, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, c'est un des signes. Vous savez, il y a un signe encore meilleur. On parlait tout à l'heure, vous parliez de bien-être animal, est-ce qu'ils sont aussi heureux que dans la nature, etc. Vous savez, la souffrance altère inévitablement la santé, et très vite. Souffrance physique ou souffrance morale. Ça, c'est les études de Marianne Stopdankins qui ont révélé ça il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc, effectivement, c'est un des signes qui sont bien adaptés. C'est une grande joie aussi parce que c'est la récompense du travail du soigneur qui a fait tout pour que ça se passe bien et que les bébés arrivent à terme. Et puis quelquefois du vétérinaire. Et puis bon, c'est aussi comme on le disait tout à l'heure, notre rôle dans la conservation de ces espèces en danger, de constituer un patrimoine génétique dans la nature. Le lion blanc n'est pas une espèce, c'est une mutation génétique naturelle du lion d'Afrique du Sud, mais reste qu'il est urgent un petit peu d'essayer de les sauver parce que malheureusement leur beauté attire aussi les chasseurs de trophées. Dites-moi, au parc de Frépertuis City à Jean-Ménil, quand vous étiez enfant, vous vouliez être cow-boy ou indien ? J'ai toujours aimé les westerns, je pense que je me mettais plutôt du côté des cow-boys. Avant de terminer très rapidement, Pierre Singer, une nouveauté encore auquel vous travaillez pour les prochains mois, très rapidement, en 10 secondes. On travaille sur un projet on sait que nos hébergements ont un tel succès que on travaille avec de nombreux partenaires à essayer de faire quelque chose de remarquable pour les prochaines années, et puis une belle zone sur la Baltique. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, votre journal régional présenté par Anne-Laure Chéry. Excellente journée sur la 3.